quelle est la chose la plus importante en Norvège? Quel est d'un point de vue politique et géopolitique, qu'est-ce qu'il y a de plus important en Norvège? Ben, ils ont un petit trésor qui date du début du XXe siècle. Ce sont eux qui attribuent le prix Nobel de la paix. Et ce prix Nobel de la paix a été depuis de nombreuses années à une importance politique. On l'a vu par exemple lorsque le prix Nobel de la paix a pu être attribué à des dissidents soviétiques ou au Dalai Lama, a une importance politique extrêmement importante. C'est bien de ça qu'il s'agit. Le prix Nobel de la paix 2010 a été attribué à M. Liu Xiaobo, qui est un énième dissident chinois. Voici la présentation qui en est faite sur le site de France Culture. France Culture cite donc Internet français qui prétend à être assez cultivé, à s'adresser plutôt à des gens intellectuellement avertis. Alors on lit la présentation suivante qui est un conte de fées. Donc 54 ans professeur. 1989, de retour des États-Unis, tiens, on va creuser ça après. Il participe au printemps de Pékin, place Tiananmen, où il entame une grève de la faim. Il tente une médiation avec l'armée pour négocier une évacuation. 1989-1990, emprisonné pour avoir été condamné. 1996, il est envoyé dans un camp de rééducation par le travail après avoir réclamé une réforme politique. Je ne sais pas de quoi il s'agit. 1999, libéré, il ne peut plus enseigner, mais publie plusieurs livres à Hong Kong. Vous voyez, c'est vraiment... C'est quand même... C'est à peu près... C'est Voltaire qu'on assassine, quoi. 2008, il est l'un des auteurs de la charte 2008 appelant au respect des droits de l'homme et à l'instauration d'élections. On va voir de quoi il retourne. 2009, il est condamné à 11 ans de prison pour subversion au pouvoir de l'État. 7 octobre 2010, le prix Nobel de la paix lui est décerné par les gens que vous avez vus. Alors, ça vaut le coup de regarder un petit peu plus dans le détail, c'est qui ce monsieur Liu? Il a travaillé comme professeur à l'université d'Oslo en Norvège, tombe bien. Puis d'Hawaï et de Columbia à New York. Il était professeur à New York. Dans une interview en 1988 avec le magazine hongkongais Liberation Monthly, Liu Xiaobo a estimé, j'ouvre les guillemets, s'il a fallu 100 ans de colonisation à Hong Kong pour être ce qu'elle est, alors il faut 300 ans de colonisation à la Chine pour devenir comme Hong Kong, mais je ne suis pas sûr que 300 ans suffiraient. Ce patriote chinois appelle donc à une colonisation de son propre pays pour au moins 300 ans. Il déclare que la modernisation est synonyme d'occidentalisation totale, que choisir de vivre signifie choisir le mode de vie occidental. La différence entre le mode de gouvernement occidental et le mode de gouvernement chinois, c'est la même que celle entre l'humain et le non-humain. Il n'y a pas de compromis. L'occidentalisation est le choix non pas de la nation, mais de la race humaine. Sacré prix Nobel de la paix. On continue. En 1996, dans un article intitulé « Leçons de la guerre froide », il affirme que le monde libre, sous la direction des États-Unis, a lutté contre tous les régimes qui foulent aux pieds les droits de l'homme. Les guerres importantes menées par le gouvernement américain sont défendables sur le plan éthique. Bravo pour un prix Nobel de la paix. Selon le quotidien du peuple, alors journal chinois cette fois-ci, il commence à travailler au milieu des années 90 pour le magazine Chine démocratique, qui est financé par la Dotation nationale pour la démocratie, en américain National Endowment for Democracy, la NED, qui, un certain nombre d'entre vous le savent, est de notoriété publique, dont ces fonds proviennent essentiellement du département d'État américain et qui est un faux-né de la CIA. C'est tellement de notoriété publique que si vous allez sur Wikipédia français, ils le reconnaissent. Alors, imaginez. Il a reçu, toujours selon la presse chinoise, un salaire régulier qui aurait été de 23 004 $ par mois américain en 1995 de la NED. En 2004, il publie un article intitulé « Victory to the Anglo-American Freedom Alliance », victoire pour l'Alliance pour la liberté anglo-américaine, où il qualifie les guerres menées par les États-Unis après la guerre froide comme étant, je cite ce prix Nobel de la paix, le meilleur exemple de la façon dont les guerres doivent être menées dans une civilisation moderne. Il prédit qu'un Irak libre, démocratique et paisible va naître. Il approuve la guerre en Irak.
Pendant l'élection présidentielle américaine de 2004, il félicite le président sortant George W. Bush de son effort de guerre en Irak et il reproche au candidat démocrate John Kerry de ne pas soutenir suffisamment les guerres américaines. Il trouve que le Parti démocrate américain n'est pas assez, il ne va pas assez loin, pas assez enthousiaste. Il déclare que quelle que soit la gravité des risques encourus en abattant Saddam Hussein, l'inaction entraînerait des risques encore plus grands, comme le prouve la Seconde Guerre mondiale et le 11 septembre. À ses yeux, la guerre contre Saddam Hussein est juste, tout ça ce sont des citations, hein. La décision du président Bush est la bonne. Voilà le prix Nobel de la paix 2010 qui a été octroyé. De 2003 à 2007, il a présidé l'Independent Chinese Pen Center, un organisme basé en Suède et financé annuellement encore et toujours par la National Endowment for Democracy. Et ça, c'est pas une information de Chine Nouvelle ou de Chenming Jiabao, du quotidien du peuple, c'est une information qui vient de Suède. Il existe donc un faisceau très important d'indices. Quand je dis ça, c'est pour être prudent, pour que ce soit tout simplement un agent de la CIA. Point barre. Point barre. Alors maintenant, le prix Nobel de la paix 2011 a été octroyé à 3 dames. Je vous en parlais de 2, pour ne pas vous lasser. La première, c'est Madame Ellen Johnson Sirleaf, qui est la présidente du Libéria, que d'ailleurs M. Hollande a reçu il y a quelques jours à l'Élysée. Qui est cette dame? Elle a effectué ses études aux États-Unis d'Amérique. Elle a été élue présidente du Libéria en 2005. Le 5 novembre 2005, le président américain, George W. Bush, lui a remis la médaille de la liberté. On a l'impression qu'il lui fait une coloration, mais bon. Oui, il lui manque les bigoudis. Bon. Donc il aurait peut-être été moins visible finalement comme coiffeur, je sais pas. Le prix Nobel lui a été décerné en pleine campagne électorale, donc après ces événements, pour sa réélection à la tête du Libéria. C'est un petit peu comme si le prix Nobel de la paix avait été octroyé à Nicolas Sarkozy 15 jours avant les élections présidentielles de ce printemps. Il existe un faisceau très important d'indices pour que ce soit d'un agent d'influence américain. Toujours partageant ce prix Nobel l'année dernière en 2011, donc là on la voit, vous voyez, elle est à côté du président dans une réunion qui s'appelait Partners in Democracy, les partenaires en démocratie. Et puis avait partagé ce prix Nobel de l'année dernière en 2011, Madame Tawakkul Karman. Madame Tawakkul Karman, qui est yéménito-turque. Elle a été reçue dans la foulée par Madame Hillary Clinton au département d'État à Washington le 28 octobre 2011. Ils se font la bise, enfin ils ont l'air de bien se connaître quand même. Voilà. Alors, il faut savoir qu'elle est de nationalité yéménite et turque, qu'elle est née en 1978, 79, elle a 32 ans. C'est 32 ans à la remise du prix, c'est un record historique. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui avait 32 ans qui avait eu le prix Nobel de la paix. Elle a reçu en 2010, donc avant le prix Nobel, la récompense Femme de courage, Women of Courage Award du département d'État américain. Son frère, qui est yéménite, le poète Tariq Karman, l'a accusé publiquement de collaborer avec les Américains. Pas moi qui le dis, c'est son frère. Il y a de l'ambiance dans la famille. À quoi elle a répondu? Elle a répondu ceci aux médias qui l'interrogeaient. J'ai en effet des liens stratégiques, écoutez, franchement, ça vaut le coup d'écouter. J'ai en effet des liens stratégiques avec des organisations américaines impliquées dans la défense des droits de l'homme, avec des ambassadeurs américains. La nana, elle a 30 ans, elle est yéménite, elle a des contacts stratégiques avec des ambassadeurs américains. Et avec des officiels du département d'État américain. C'est quand même pas rien. On fait comment d'ailleurs? Mais ce sont des liens entre égaux, je ne suis pas leur subordonné. Ça, je trouve que c'est, comme on dirait à Bruxelles, it is a cherry on the cake. C'est la cerise sur le gâteau. Et bien entendu, elle a soutenu les révolutions du printemps arabe. En d'autres termes, c'est un agent d'influence américain. Alors, je ne vais pas, je suis déjà trop long pour les explications sur ce chapitre de ma conférence, je pourrais en dire autant et vous surprendre sur qui est la vraie personnalité du Dalai Lama.
sur qui est la vraie Madame Aung San Suu Kyi. Hein, qui sont ces gens, exactement. Vous avez autour du Tibet, à destination avec des missiles, quand vous tirez un missile à 5000 mètres d'altitude, vous bénéficiez d'un avantage balistique fondamental. Vous avez dans un rayon de 3000 ou 2000 km autour du Tibet, vous avez pratiquement 50% de la population mondiale à portée d'un missile américain. C'est quand même formidable. Le Tibet est sous suzeraineté chinoise depuis le XIIIe siècle. Et quel est l'intérêt des Américains, si ce n'est que justement d'essayer de mettre la main sur le Tibet? Je ne suis pas là, je ne suis pas un agent de la République populaire de Chine. Je sais que la Chine a fait une tentative de sinisation forcée du Tibet. Mais ça, on nous rebat tellement les oreilles que j'imagine que vous le savez. Mais est-ce que vous savez en revanche, hein, voilà ce qui se passerait si les Américains s'installaient, hein? Est-ce que vous savez en revanche qui est le Dalai Lama, l'océan de sagesse, hein? Très ami avec tous les dirigeants américains. Le Dalai Lama est un agent américain, on sait combien il est payé, depuis les années 50. On sait que son frère, ça c'est tiré de Time. Time a publié la liste des agents de la CIA. Who's on the CIA payroll? C'est pas moi, hein? On a même la photo, Tupen Jigme Norbu, le frère du Dalai Lama, qui a commencé à travailler comme traducteur pour la CIA. Si vous ne me croyez pas, allez lire les ouvrages sur le sujet. Sur qui est exactement le Dalai Lama? Le Dalai Lama qui ne connaît pas d'ailleurs uniquement les dirigeants américains. Le Dalai Lama avec son ami le nazi Heinrich Harrer, qu'il a connu depuis des décennies entières. Depuis d'ailleurs que ce nazi était venu, dans le cadre des années 30, vous savez, les recherches hitlériennes sur l'origine des Juifs ou je ne sais pas quoi. C'était lui, Heinrich Harrer, le copain actuel du Dalai Lama, enfin il est mort maintenant, un des proches d'Hitler dans les recherches pseudo-scientifiques sur les origines des Juifs dans l'Himalaya. Le Dalai Lama, avec son ami le criminel de guerre Hauptschwungführer SS Bruno Beger, que l'on voit ici, juste derrière le Dalai Lama. Bruno Beger, 1911-2009, anthropologue, ethnologue allemand, Hauptschwungführer SS, capitaine SS, participa à l'expédition au Tibet d'Ernst Schäfer en 1938, travailla sous le nazisme pour l'Ahnenerbe ou l'héritage des ancêtres, institut de recherche créé par Himmler. Il était chargé de faire des mesures anthropomorphiques pour identifier la race juive. En fonction de mesures anthropométriques, il sélectionna à Auschwitz en 1943 115 individus vivants qui furent ensuite exterminés au camp de Natzweiler, puis après leur mort transférés à la Reichsuniversität ou officier Hirt, qui devait transformer les dépouilles en squelettes afin d'établir une collection macabre servant à l'identification des membres de la race juive. Si les individus en question furent bien gazés, l'Ahnenerbe omit de les transformer en squelettes. Dans une lettre du 13 avril 1943 adressée au secrétaire particulier de Himmler, le Dr Beger dit son approbation de l'extermination des Juifs en Europe et au-delà dans le monde entier si possible. Le 30 mars 1960, à la suite d'une enquête réalisée sur cette collection, Beger fut incarcéré, puis relâché 4 mois plus tard en attendant un procès, lequel eut lieu 10 ans plus tard en 1970. À son procès, Beger affirma qu'il ignorait que les détenus d'Auschwitz dont il avait pris les mensurations étaient destinés à être tués. Le 6 avril 1971, il fut condamné par le tribunal de Francfort pour complicité dans le meurtre de 86 juifs dans les camps de concentration. Voilà le copain, un autre, de l'actuel Dalai Lama. Ça n'est pas tout. Le Dalai Lama est très ami avec le chef du parti nazi chilien. Il a des sacrées fréquentations. Ce monsieur dont on nous présente toujours qu'il est le parangon des droits de l'homme en France. Pourquoi jamais il n'y a une enquête sur le Dalai Lama? Pourquoi jamais on ne dit quel est le point de vue des Chinois sur cette affaire? Pourquoi jamais on ne dit que si les Américains, si le Tibet devenait indépendant, ce seraient les Américains qui s'y installeraient, qui ont recyclé le Dalai Lama comme ils ont recyclé Walter Hallstein, le juriste nazi, pour une domination totale de la planète?
le Dalai Lama avec Shoko Asahara, le fameux, vous savez, le leader de la secte Shoko Asahara qui a tué au gaz sarin dans le métro de Tokyo le 2 mars 1995. Ah, il a des sacrées fréquentations. L'océan de sagesse.